pour moi, la première étape, justement, est de bien se rendre compte que l'enfant à l'école est dans un environnement sonore très particulier. L'école a des règles sonores, on va dire, une scénographie sonore, une architecture sonore, évidemment avec des cellules, des salles closes, où le rapport à l'écoute et au silence est très différent, puisque quand le professeur dit silence, il n'invite pas à l'écoute de l'environnement sonore, mais il invite à l'obéissance. C'est sûr que moi je me mets souvent à la place des élèves avec qui on travaille. Si on leur dit vous devez être silencieux pour qu'on puisse travailler, ils prennent ça de travers, parce que quelque part, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, en fait, vous n'arrêtez pas de faire du bruit. Les enseignants se plaignent beaucoup que les enfants n'écoutent pas, mais quand ils disent ça, ils disent qu'ils n'écoutent pas le maître. Ils ne disent pas qu'ils n'écoutent pas la vie, parce que, évidemment, les enfants écoutent beaucoup la vie. Il y a aussi une tentation pour tout le monde de dire que quelqu'un qui doit écouter, c'est quelqu'un qui doit se taire. Que quelqu'un qui doit écouter, c'est quelqu'un qui ne doit plus bouger. Et d'ailleurs, on aimerait bien que les enfants ne bougent plus pour qu'on puisse parler et qu'ils puissent nous entendre. Donc, du coup, l'enfant associe très rapidement écoute égale passivité, écoute égale coercition, écoute égale ne plus parler, ne pas exprimer. Or, on voit bien que l'écoute, c'est le contraire de tout ça. C'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui est une forme de liberté aussi, enfin, on écoute ce qu'on veut, etc. Et c'est bien de parler, quand on a écouté, c'est bien de formaliser ce qu'on écoute. Parce que plus on formalise, plus on entend. C'est que plus on arrive à dire ce qu'on entend, plus on entend. D'autant qu'on a tous nos propres sensibilités, et que d'un individu à l'autre, ça change. L'intime, c'est subjectif. Le maître, il s'intéresse à des choses, donc moi je vais m'y intéresser aussi, parce qu'il y a l'identification qui marche à fond. Et après on peut en parler, et on peut se dire des choses. Ça c'est défaire le sachant. Et ensuite, faire en sorte que l'enfant puisse savoir, c'est dire aux enfants, rapportez-moi des sons que vous avez entendus, à quoi vous vous intéressez comme type de son. Moi je suis étonné de voir ce que sont capables de faire certains enfants qui ne se sont jamais réveillés dans la classe, quoi. Et même s'ils se révèlent après dans leurs devoirs, un devoir c'est juste une réponse à une injonction, hein. C'est pas une personnalité, c'est pas une expression, c'est pas une désinhibition, c'est pas une émancipation, il y a un moment de confrontation sociale, c'est-à-dire qu'on peut écouter une chose et après essayer d'en parler à plusieurs, de savoir comment, et de se rendre compte que effectivement tout le monde ne perçoit pas la même chose, et de montrer comment est-ce qu'on peut se défaire parfois de quelque chose de trop subjectif pour se rapprocher de quelque chose qui serait une espèce d'entente commune, quoi. Enfin d'avoir une façon d'entendre les choses avec un minimum d'en commun, quoi. Alors pour toucher tout ça, tous ces phénomènes, il faut les comprendre. Et je pense qu'effectivement, la question qui se pose au travers de ces ateliers proposés sur les paysages sonores, c'est de sortir de l'attitude qu'on a assez spontanée, où on fait attention à rien et où on critique tout. Cette posture d'écoute, cette attention génère forcément un contrôle de soi et une attention particulière sur les autres. La difficulté de se mettre en situation de récepteur, c'est-à-dire de ne pas en faire partie, de s'extraire. Et quand on se met en position d'observer le paysage sonore, on n'est précisément pas dedans. En fait, dans le paysage sonore, il y a ce qui se passe dans le paysage qu'on peut entendre, mais il y a aussi les résonances particulières des lieux. Et fatalement, le même son produit dans un espace fermé, dans un espace ouvert, en forêt, à la montagne, à la campagne, au bord d'une rivière, d'un lac, ne va pas sonner du tout de la même façon. Ça pourrait être de produire des petits sons, par exemple, ou des gros sons. Un claquement de main, tout bête, une interjection, d'écouter le phénomène. À quel endroit on entend des choses particulières? Donc des porches, des professeurs de chant très loin, ou des choses... La plupart du temps, les écoles, de ce point de vue-là, c'est une mine d'or. Il y a beaucoup de couloirs qui sont très réverbérants. Il y a parfois des salles un petit peu plus matées. Le CDI, par exemple, est très souvent, puisqu'il y a plein de livres partout, un lieu beaucoup plus feutré. Enfin, on peut trouver dans la plupart des écoles des espaces acoustiques de nature différente et faire vivre des promenades, alors silencieuses d'abord, actives ensuite. À partir du moment où le silence, c'est quelque chose qu'on joue, en fait,
et dont on se joue. Il n'y a plus cette dictature du silence.